La Grande-Bretagne des rois Georges. En un peu plus d'un siècle, un royaume jusque-là concentré sur ses affaires internes et qui sort tout juste d'une guerre civile sanglante va devenir une superpuissance mondiale. Ce formidable changement s'opérera grâce à des rois issus, comme leurs épouses, de la noblesse allemande. Venus du Hanovre, un territoire du Saint-Empire romain germanique, ils sont parachutés à la tête d'un peuple qui va tour à tour les aimer et les haïr. Eux se détestent viscéralement. Des dessins satiriques ont dépeint Georges Ier comme un navet. Ce qui était au départ une dispute d'ordre privé vire au scandale public. Quand votre père a exilé votre mère, il y a des chances pour que vous soyez assez perturbé dès l'enfance. Une page de l'histoire britannique marquée par des coups bas, des querelles, des trahisons. La Grande-Bretagne est continuellement en guerre au XVIIIe siècle. Ces rois accumulent les histoires choquantes. Sa mère le traitait de monstre. Il s'était entiché d'une actrice au point de la harceler. Georges IV était du genre à se dire « Oh, ce n'est pas permis ?» Comme c'est intéressant, je vais le faire. Bref, c'est le chaos et la tourmente chez les ancêtres des Windsor. Georges IV n'est resté que 10 ans sur le trône. Il est connu comme le roi dilettante de la maison de Hanovre, l'exact opposé de son père patriote et conscient de ses responsabilités. Talentueux et intelligent mais frivole, il consacre l'essentiel de son temps à la quête de plaisir. Sa vie est synonyme d'excès et de décadence. Doté d'un appétit gargantuesque pour le vin et les femmes, il accumule des montagnes de dettes. Avec le temps, tous ses défauts empirent. Il meurt obèse, alcoolique et toxicomane. Son règne bref marque la fin de l'époque georgienne. Mais qu'est-ce qui a mal tourné au juste ? Georges-Auguste Frédéric est né le 12 août 1762. Dès le plus jeune âge, il se montre turbulent et rebelle, ce qui ne provient pas d'un manque d'affection de ses parents. Le roi George III et la reine Charlotte ont eu leur premier enfant très jeune. Ils étaient enchantés d'avoir engendré un héritier. Par rapport aux rois et aux reines de l'époque, c'étaient de bons parents. C'est vraiment l'enfant préféré de sa mère. Elle dit qu'il ressemble à un petit ange et commande sans cesse des portraits de lui. Malheureusement pour le petit Georges, personne ne lui refuse rien. C'est un problème qu'il aura toute sa vie. Malgré sa maladie mentale, le roi George III a su gagner le cœur des Britanniques et asseoir le pouvoir de la dynastie hanovrienne grâce à son patriotisme et à son dévouement. Il entend transmettre son sens du devoir à son fils et l'élever dans la piété chrétienne. Le prince George est un brillant élève, mais au grand désespoir de ses professeurs et de son père, il est dissipé et manque d'intérêt pour l'étude. Beaucoup de ses précepteurs ont un mal fou à le discipliner. Il leur donne souvent du fil à retordre. Lorsque Georges et ses frères sont un peu paresseux ou irritables, son père les fait fouetter sans ménagement. Sa sœur dit de Georges qu'il est fouetté comme un chien. Mais les châtiments du roi ne produisent pas l'effet escompté.
Au contraire, le jeune George se rebelle contre le code moral strict de son père. Son seul but dans la vie devient la recherche du plaisir sous toutes ses formes. Il s'adonne dès l'adolescence à la débauche sexuelle. Les femmes s'attroupent autour de lui. À 16-17 ans, c'est un ivrogne notoire. Il collectionne les maîtresses et dépense plus d'argent qu'il n'en a. Bien sûr, s'il se comporte de cette façon, c'est parce qu'il aime s'amuser. Mais je pense que c'est aussi un moyen de s'opposer à son père. Le jeune prince connaît l'une de ses premières passions amoureuses avec une actrice et poétesse, Mary Darby Robinson. Le fait qu'elle soit mariée la rend encore plus attirante. Au début, Mary rejette ses avances. George ne se démonte pas. Il finit par lui offrir 20 000 livres, soit plus de 4 millions d'euros, pour qu'elle devienne sa maîtresse. Mais quelques mois après l'avoir conquise, il se désintéresse complètement d'elle. Lorsque la jeune femme menace de publier ses lettres d'amour, il laisse à son père le soin de payer en partie les 20 000 livres promises. Marie est la risée de tous, tandis que George séduit de nouvelles proies. Ce qu'il recherche, c'est le frisson de la chasse. C'est impressionnant de voir à quelle vitesse il tombe amoureux. Il profite pleinement de chacune de ses relations passionnées, fait toutes les promesses du monde sans en tenir aucune, et passe à autre chose. Il aimait l'idée de l'amour et peut-être aussi le caractère illicite de ces liaisons. Frustré de devoir vivre sous le même toit que ses parents, George convainc son père qu'il s'assagira s'il obtient plus d'indépendance. Le roi accepte à contre-cœur d'augmenter sa dotation et l'autorise à s'installer à Carlton House, dans la très chic rue Pall Mall, à Londres. Ce lieu devait lui permettre de gérer son temps à sa guise, d'avoir sa liberté et de renforcer sa position en tant que prince de Galles. George s'est très tôt passionné pour l'art et l'architecture. Il se lance aussitôt dans la rénovation complète de Carlton House. Il envoie ses hommes dans le monde entier pour qu'ils rapportent des tapisseries, des tapis, des tableaux, des vases et des céramiques, enfin de tout. Carlton House devient finalement une somptueuse résidence de ville qui, par la qualité de la décoration intérieure et le soin apporté aux détails, rivalise avec les plus beaux palais d'Europe. Loin d'asseoir son statut de digne héritier au trône, Carlton House devient au contraire le symbole de sa prodigalité et de ses excès. Dans sa jeunesse, il est le roi de la fête. Il aime danser, donne de grands dîners et de fastueux banquets. Presque tous les soirs, on écoute de la musique, on joue aux cartes et l'alcool coule à flot. Avec son train de vie extravagant, le prince est criblé de dettes. Déjà dans les années 1770, il se retrouve avec des dizaines de milliers de livres de dettes. Pour quelqu'un comme George III, qui était bien plus frugal dans sa façon de vivre, ce comportement très dépensier et très vorace ne correspondait pas aux valeurs morales qu'il attendait de son successeur. Au début de la vingtaine, le prince hédoniste tombe de nouveau fou amoureux. Cette fois, il s'agit d'une actrice de 28 ans, Maria Fitzherbert. Mais il se heurte à un double problème. En plus d'être mariée, elle est catholique. Or, si les rois Georges ont pu régner sur la Grande-Bretagne, c'est précisément parce qu'ils étaient protestants. L'acte d'établissement de 1701 interdit aux catholiques d'accéder au trône britannique. En 1714, la reine Anne meurt sans enfant et la couronne passe aux mains des Hanovriens,
qui sont les plus proches parents protestants. Cela signifie qu'ils sont fidèles à la foi protestante, mais aussi qu'ils refusent de fréquenter des femmes catholiques. Peu encline à compromettre sa réputation pour une brève aventure, Maria repousse d'abord les avances de George. L'amoureux et conduit en perd la raison. Elle trouve tout cela un peu trop fou à son goût et part pour la France. Dans un élan de passion, George prend un couteau et se le plante dans la poitrine. Cela montre la frénésie qui s'est emparée de lui. Effarée par le comportement mélodramatique du prince, Maria s'enfuit en Europe. Après l'avoir inondée de lettres enflammées, George parvient à la convaincre de revenir, mais à une condition, qu'il se marie en secret. C'est contraire à la législation. D'abord, en vertu de l'acte d'établissement, l'héritier protestant ne peut pas épouser une catholique. Ensuite, une autre loi stipule que le roi doit donner son autorisation quand le futur marié a moins de 25 ans. Et George en a 23. Mais le jeune prince est prêt à tout pour attiser la colère de son père. Il n'hésite pas à dépasser les bornes, comme personne avant lui. George IV était du genre à se dire « Oh, ce n'est pas permis, comme c'est intéressant, je vais le faire ». La cérémonie est célébrée à leur domicile par un prêtre dont ils ont acheté le silence. Bien évidemment, cela pose un problème parce que ce n'est pas un mariage légal. Le roi est furieux lorsqu'il apprend que George a épousé illégalement une catholique. Les tensions entre le père et le fils montent d'un cran. Le prince de Galles a pris un grand risque en épousant Maria Fitzherbert. Selon l'acte d'établissement, il pouvait perdre sa place dans la succession au trône si leur union était considérée comme légale. Heureusement pour lui, ça n'a pas été le cas. Mais ça montre à quel point il était épris de cette femme et obsédé par elle. Le mode de vie dissolu du prince est un affront aux valeurs patriotiques de son père. Il est facile de reprocher à George de boire tout le temps. Seulement, son père ne le laisse pas mener la vie qu'il souhaite, ni réaliser les objectifs qui lui tiennent à cœur. Par exemple, George aimerait faire carrière dans l'armée ou dans la marine comme ses frères. Mais son père lui dit « N'y songe pas. Tu es l'héritier du trône, ce n'est pas possible. » George a dû penser « Mon père ne me permet de jouer aucun rôle significatif dans la vie publique. Il ne me reste plus qu'à boire, à jouer et à m'endetter. Alors c'est ce que je vais faire. » Il est hors de question que George retourne au Hanovre pour y exercer une fonction importante. À cette époque, l'électorat allemand se gouverne plus ou moins seul. Herrenhausen, la résidence familiale, n'est pas un lieu de pouvoir. Hanovre était devenue une belle endormie. Les rois y résidaient officiellement, mais dans les faits, ils n'y vivaient pas. Ils étaient à Londres. Ils se rendaient de temps en temps à Hanovre. Ici, à Herrenhausen, c'est flagrant. On le voit avec la magnifique grotte du château, qui était à l'origine un endroit vivant et qui a été transformé en débarras. En 1788, le roi George III est de nouveau frappé par un accès de folie, aussi soudain que violent. Son fils, le prince hédoniste, ne peut plus ignorer son rendez-vous avec le destin du royaume. L'élément déclencheur est la crise de la Régence qui survient en 1788, lorsque George III sombre dans une espèce d'éclipse mentale.
George III a connu plusieurs épisodes de maladie mentale au cours de sa vie. D'abord dans les années 1760 et très certainement aussi dans les années 1780 et 1790. Il ne parle pas distinctement. Il est confus, il bredouille et se répète. Et puis il a de l'écume à la bouche. Comme le roi n'est plus capable de régner, le Parlement rédige une loi pour nommer le prince de Galles régent. Le jeune George se réjouit à l'idée d'avoir de l'argent et de l'influence. Le prince de Galles brûle d'impatience en pensant que ce sera pour lui l'occasion d'être nommé prince régent et de pouvoir faire ce qu'il veut. Mais contre toute attente, George III se rétablit rapidement et la loi n'entre pas en vigueur. Le peuple acclame son roi bien-aimé. Seul le prince n'est pas de la fête. Craignant une rechute, George III tente de remettre son fils sur le droit chemin. Il le presse de se ranger et de se marier. Après avoir examiné la liste des candidates au mariage, il lui choisit une cousine, Caroline de Brunswick. La stratégie de la monarchie britannique est suivie à la lettre. Toutes les épouses des rois Georges sont issues de dynasties protestantes allemandes de second rang. On décide que Caroline fera une bonne épouse pour George, qui n'a pas son mot à dire. Mais étant un amant expérimenté, il se montre très ouvert. Il a consacré beaucoup de temps, d'argent et d'énergie à ses multiples conquêtes féminines. Il accepte d'épouser Caroline uniquement pour avoir plus d'argent. Son père lui promet d'éponger une partie de ses dettes. Si cette princesse allemande a reçu une éducation limitée dans un cadre protégé, elle n'en présente pas moins le profil idéal. Elle venait d'une famille protestante. Son père était un général important qui s'était blessé lors d'une bataille en 1806 et qui en était mort peu de temps après. Et puis le Brunswick était traditionnellement une terre de recrutement en cas d'urgence royale. Donc sur le papier, il était tout à fait judicieux de la choisir comme épouse. Mais la première rencontre avec sa future femme tourne au fiasco. Elle est sa cousine, ce qui est courant à l'époque. Elle se rend en Grande-Bretagne et rencontre George quelques jours avant leur mariage. Elle entre dans la pièce, George la regarde, il se tourne vers un ami, puis déclare qu'il ne se sent pas bien et quitte la pièce. De son côté, Caroline aurait dit « Mais il est énorme ! Il n'a rien de la beauté de son portrait. » Malgré ce premier contact peu engageant, les deux parties voient les avantages financiers et politiques à tirer de cette alliance. L'union sera célébrée quelques mois plus tard. La perspective de la nouvelle dotation allouée au prince semble agir comme un stimulant. Cette famille, et c'est une autre de ses caractéristiques, est tiraillée entre les querelles internes et les responsabilités liées à la monarchie. La cérémonie de mariage est un désastre. Le prince, ivre, peut à peine marcher jusqu'à l'autel. Le jour des noces, George tombe ivre-mort, comme ça lui arrive souvent. Ils ont instantanément une aversion l'un pour l'autre. Mais ils doivent accomplir leur devoir conjugal. Ils auront 3 rapports sexuels, 2 la nuit de noces et 1 la nuit suivante. L'un d'eux se soldera par une grossesse. Leur unique enfant, Charlotte, naît 9 mois plus tard, presque jour pour jour. Voilà comment tout commence entre eux. Des débuts à l'image de ce que sera leur relation. Le couple mal assorti ne se remettra jamais de ce mariage catastrophique. Leur relation est basée sur une haine réciproque. Il n'y a ni amour ni respect entre eux. Ce n'est tout bonnement pas son genre de femme. En plus, il laisse entendre qu'elle sent mauvais. En l'espace d'1 an, Caroline quitte le domicile conjugal.
Aux grands dents de George, elle aime autant les plaisirs de la chair que lui. Le bruit court que Caroline a de nombreux amants. Au cours des années suivantes, des ouvrages à sensation paraissent sur les scandales auxquels elle aurait été mêlée. Elle se dit que s'il joue, boit et multiplie les partenaires sexuels, elle peut bien en faire autant. Elle devient donc presque aussi désinvolte et effrontée que lui. Et ce n'est pas tout. Caroline soutient diverses causes philanthropiques, ce qui la rend plus populaire que son débauché de mari. Caroline est acclamée à chacune de ses sorties, qu'il s'agisse d'une représentation théâtrale, d'une inauguration quelconque ou d'un événement politique. Où qu'elle aille, une grande partie de la presse l'applaudit et prend fait et cause pour elle, ce qui met vraiment le prince de Galles hors de lui. Pour se débarrasser d'elle, le prince tente en vain de l'accuser d'adultère. Lassée de l'hypocrisie crasse de son mari, Caroline part en 1814 pour l'Europe continentale. En 1810, déjà, un autre événement bouleverse le destin de George. Son père plonge dans une crise de folie dont il ne se relèvera plus. Il a 71 ans. Quel que soit le mal dont il souffre, George III fait une rechute. Et cette fois, ça ne passe pas. Il sombre dans une espèce d'éclipse mentale qui persiste. Il restera dans cet état de 1810 jusqu'à sa mort. Le Parlement adopte à la hâte un nouvel acte de régence et après 9 ans d'attente, George devient régent. En 1811, il obtient les pleins pouvoirs. S'il en tire une immense satisfaction, le peuple ne manifeste guère d'enthousiasme envers son nouveau souverain. La nomination du prince de Galles comme régent suscite quelques inquiétudes. La principale d'entre elles concerne ses dépenses. Combien d'argent va-t-il dilapider? Pourra-t-il offrir au pays une monarchie respectable? Grâce à l'essor économique impulsé par George III, la Grande-Bretagne est devenue le pays le plus riche et le plus puissant du monde. Le prince peut désormais s'adonner à sa passion des belles choses sans que personne ne lui mette de bâton dans les roues. Lorsqu'il est enfin nommé prince régent, il a 23 ans de plus que la première fois qu'il a failli l'être. Mais il est tout aussi excité par ce que son nouveau statut va lui apporter en termes de richesse et de pouvoir. En 1815, George se prend de passion pour un projet à Brighton. Dans cette station balnéaire animée qu'il fréquente depuis sa jeunesse, il est fasciné par la brillante vie sociale d'une aristocratie frivole. Le prince de Galles aime aller à Brighton pour toutes sortes de raisons. Il y achète une modeste ferme et engage un architecte pour en faire une villa néoclassique. Mais le prince n'aime pas la modestie. Maintenant qu'il est régent, il peut dépenser sans compter et réaliser un vieux rêve, transformer la villa de bord de mer en un palais d'agrément exotique. Pour avoir une idée de l'exubérance, de l'audace et de la créativité de George, il suffit de voir le pavillon de Brighton. C'est un mélange de styles très disparates. L'architecture extérieure est d'inspiration indienne. L'intérieur comporte des éléments chinois. Il y a des dorures partout. Les murs sont recouverts de luxueuses tapisseries et ornés de nombreuses œuvres d'art. En entrant dans la salle des fêtes, on découvre un lieu extrêmement extravagant, rempli de porcelaine fine, de verreries et de pièces d'argenterie. Dessiné par l'éminent architecte John Nash,
le pavillon royal symbolise l'époque Regency. Brighton devient le rendez-vous des aristocrates fortunés. Tout le Gotha londonien accourt pour faire la fête avec le prince régent. Le pavillon est un terrain de jeu, un palais colonial exotique qui célèbre l'Empire britannique et consacre George dans le rôle du chef décadent de cette débauche de plaisir. Mais loin du monde scintillant de Brighton, les canons grondent. La Grande-Bretagne est en guerre contre la France durant toute la Régence. C'est un conflit parmi d'autres. Il faut bien comprendre aujourd'hui que la Grande-Bretagne est continuellement en guerre au XVIIIe siècle. Autrement dit, c'est presque habituel. L'ascension de Napoléon est particulièrement inquiétante. La France renaît soudain de ses cendres. Elle est dirigée par un chef qui fait preuve d'une redoutable intelligence en matière de stratégie militaire. Un chef qui a le soutien de son peuple. On ne sait pas où il va s'arrêter. Et c'est ce qui le rend encore plus dangereux. Il n'y a aucun garde-fou idéologique pour le retenir. Donc la Grande-Bretagne qu'il envisage d'envahir a un vrai problème. Et pas seulement la Grande-Bretagne. Hanovre fait aussi les frais de l'ambition démesurée de Napoléon. Napoléon promet le Hanovre à la Prusse. Alors la Prusse envahit l'électorat en 1806. Et ce qui est intéressant, c'est que même si, en théorie, la Grande-Bretagne ne perd pas grand-chose, Hanovre est tellement associé à l'honneur de George III que la Grande-Bretagne déclare indirectement la guerre à la France. Elle lance une offensive contre la Prusse pour défendre le nom de la dynastie. Durant les guerres napoléoniennes, les Britanniques perdent puis reprennent plusieurs fois le contrôle de Hanovre. À partir de 1814, l'électorat devient un royaume et le monarque porte officiellement le titre de roi de Grande-Bretagne et de Hanovre. En 1815, après plus de 20 longues années de conflit, la Grande-Bretagne remporte une victoire militaire éclatante contre Napoléon à Waterloo. Lorsque Wellington bat Napoléon, c'est l'euphorie dans le camp britannique. L'empereur français est envoyé en exil, et pour la première fois depuis 1793, la paix s'installe en Grande-Bretagne. Au début du conflit, le prince George avait voulu servir son pays sur le champ de bataille, mais son père le lui avait interdit. George a toujours regretté son manque d'expérience militaire. La victoire de la Grande-Bretagne sur la France ne fait que renforcer son amertume. Jusqu'à la fin de sa vie, il s'accrochera à l'illusion qu'il a joué un rôle important dans la chute de Napoléon. C'était le genre de fantasme qu'il nourrissait. Mais cela montre à quel point la souffrance, la frustration et la tristesse étaient profondément ancrées en lui. Après la défaite de Napoléon, la Grande-Bretagne assoit sa domination mondiale. Mais le peuple s'insurge de plus en plus contre la répartition inégale des butins de guerre. La Grande-Bretagne fait face à un certain nombre de troubles. Les soldats qui reviennent mutilés et atteints de traumatismes psychiques se rendent bien compte qu'ils ne sont plus aptes à travailler. Ou alors, ils ont du mal à retrouver une place dans leur milieu d'origine. Les guerres contre Napoléon ont lourdement grevé l'économie du royaume. Les guerres napoléoniennes ont été un énorme succès sur le plan militaire.
Mais elles ont été un désastre total pour les finances du pays. Elles ont coûté terriblement cher parce qu'elles ont provoqué l'effondrement du commerce. La traite transatlantique des esclaves a été abolie en 1807, entre la bataille navale de Trafalgar et la bataille terrestre de Waterloo, avec des répercussions considérables sur la prospérité de la Grande-Bretagne et donc sur sa capacité à financer le conflit. Entre la hausse des impôts et l'explosion du chômage, les Britanniques sont affamés. Cette souffrance généralisée offre un contraste saisissant avec les caprices extravagants du prince régent. Des inscriptions apparaissent sur les murs de sa résidence principale, Carlton House, du pain ou la tête du régent. Carlton House et le pavillon de Brighton symbolisent l'excès et l'avidité. Ils sont emblématiques d'un individu lascif et corrompu qui ne pense qu'à lui. Désormais, George n'a plus personne pour l'aider à affronter la tourmente. En 1817, sa fille unique, la princesse Charlotte, issue de son mariage désastreux avec Caroline, meurt alors qu'elle accouche d'un fils mort-né. Les Britanniques sont effondrés. C'est une personnalité très appréciée et beaucoup voient dans sa mort un châtiment infligé à un prince régent capricieux qui doit devenir roi. On dit qu'à Londres, il n'y avait plus de vêtements noirs pour porter le deuil. Tout le monde voulait rendre hommage à la princesse disparue. La mort de Charlotte et de son fils ébranle les fondations de la maison de Hanovre. Soudain, l'avenir de la dynastie est en jeu. On se demande notamment qui va hériter du trône. George plonge dans une profonde dépression. Il est ravagé par l'alcool. On voit souvent le prince de Galles comme un homme heureux, en quête de volupté, et pas forcément comme quelqu'un qui serait capable d'éprouver des sentiments profonds. Pourtant, à la mort de sa fille, il est inconsolable et pleure pendant des semaines dans son lit. Je pense qu'à ce moment-là, il touche le fond. Ce ne sera pas le seul décès dans la famille. En janvier 1820, George perd la personne la plus importante de sa vie, son père, qui ne s'est jamais remis de sa folie. Des milliers de Britanniques pleurent la mort de ce roi qu'ils aimaient tant. Après 9 ans de régence, son fils rebelle lui succède. Il attendait ce moment depuis si longtemps. À 57 ans, il prépare soigneusement son intronisation qui doit être littéralement le couronnement de sa vie. George IV aimait paraître en public, se mettre en scène. Donc, son sacre a été un immense spectacle. Tout était parfaitement orchestré et chorégraphié pour le montrer sous son meilleur jour. Et ça a été une réussite, en partie parce qu'il a organisé la cérémonie lui-même. Il a dessiné la tenue qu'il allait porter, enfin, il a tout préparé. Pour son sacre, le prince organise le banquet le plus somptueux de toute l'histoire du pays. Rien qu'en nourriture et en boissons, il dépense plus de 25 000 livres, l'équivalent de 3 250 000 € aujourd'hui. Comment peut-on donner une telle fête sans offrir des quantités gargantuesques de nourriture et de boissons? C'est précisément ce qu'il fait. Et il le fait très bien, parce qu'il s'y connaît parfaitement dans ce domaine. Une femme ne figure pas sur la liste des invités, la reine Caroline.
Elle est payée pour parcourir l'Europe et faire profil bas. Mais les ragots vont bon train. Elle se comporte mal et mène une vie dissolue. Et bien sûr, les rumeurs remontent jusqu'en Angleterre. Elles sont colportées par les lettres de personnes qui voyagent en Europe et par la presse. Cela n'entache pas pour autant son image en Grande-Bretagne. George IV est très mal vu. À mesure que son impopularité augmente, la popularité de la reine, qui s'est éloignée de lui, progresse. Partout où elle va en Angleterre, la foule l'acclame. Elle a la faveur des Britanniques. Quand George monte sur le trône, elle est fermement décidée à prendre la place qui lui revient, selon elle de droit. Il s'agit bien entendu de sa position légitime de reine consort. Mais George est tout aussi déterminé à l'en empêcher. Lui vivant, cela n'arrivera jamais. Caroline retourne à Londres pour participer au couronnement. Mais son époux a d'autres plans. Il lui interdit d'assister au sacre. Elle ne sera jamais couronnée. Elle se retrouve devant Westminster. Elle frappe à la porte et on lui refuse l'entrée. Sa relation avec Caroline est catastrophique pour la réputation de la monarchie. Et jusqu'à la fin de son règne, il s'efforcera de rattraper le coup. Même une fois devenu roi, George IV ne manifeste pas un grand intérêt pour le gouvernement du pays. Il continue à dépenser des sommes astronomiques pour assouvir ses plus grandes passions, faire la fête, boire et rénover des palais. En parallèle, il voyage pour redorer son blason. Contrairement à son père qui n'est jamais allé nulle part, George IV entreprend quelques voyages avec l'espoir d'en tirer des avantages. Il prend le temps de visiter différentes régions. En 1821, il se rend en Irlande, puis à Hanovre. En 1822, il va en Écosse. Il est important de préciser qu'à chacun de ces déplacements, il tente de se présenter comme Irlandais, Hanovrien, Écossais. Mais en Angleterre, il y a un problème politique à régler de toute urgence. Le combat des catholiques pour l'égalité des droits. Depuis l'acte d'établissement de 1701 qui garantit aux protestants la succession au trône, les droits politiques et civiques des catholiques ont été fortement réduits. En Grande-Bretagne, les catholiques en avaient assez des restrictions qui touchaient à leur liberté. Ils voulaient s'émanciper. En 1829, une révolte importante menace d'éclater en Irlande. Le Premier ministre, le duc de Wellington, fait pression sur le roi pour qu'il consente à un assouplissement légal de ces restrictions. Mais malgré son premier mariage illégitime avec la catholique Maria Fitzherbert, George IV y est farouchement opposé. C'est la religion protestante qui a amené la dynastie hanovrienne sur le trône britannique. Le rapport de force bascule en faveur du Parlement et le monarque finit par signer le texte de loi. Adopté en 1829, l'acte d'émancipation des catholiques permet à ces derniers d'être représentés au Parlement. Une première en plus de 130 ans. Cette loi va changer le regard porté sur George IV et son héritage. En un sens, c'est son cadeau d'adieu à la Grande-Bretagne. Ça lui permet de restaurer un peu sa réputation. Et puis, ça marque la fin de l'ère georgienne, une période durant laquelle l'affrontement entre le protestantisme et le catholicisme a influé sur les événements, les batailles, les troubles et les combats dans la rue, mais a également dicté ce qui se passait derrière les portes closes à la cour royale. George IV parvient enfin à redorer son image ternie.
Mais il est rattrapé par son mode de vie dissolu. Et vers la fin de son existence, il apparaît comme un personnage pitoyable. Il est marqué par ses années de débauche. Il a le teint blême, les joues flasques, il est gros, mou et malade. Il souffre de fortes douleurs qui ne font que s'accentuer. Alors il prend d'énormes quantités de laudanum en vieillissant. C'est un tableau assez triste. Il est cloué au lit et semble ne plus avoir beaucoup de joie de vivre. Il est très déprimé dans les dernières années de sa vie. Bref, je pense que c'est une fin tragique pour lui. L'une des rares personnes qui lui rendent visite est sa nièce, la future reine Victoria. George IV a eu une relation extraordinaire avec sa nièce Victoria. Elle gardera un merveilleux souvenir d'une promenade en calèche avec son oncle George. Elle est très affectueuse à son égard et repensera plus tard à lui avec plaisir. Mais cette amitié naissante va bientôt tourner court. George IV meurt le 26 juin 1830 à l'âge de 67 ans. Il porte autour du cou une miniature de Maria Fitzherbert, sans doute son seul véritable amour. Ils sont peu nombreux à le pleurer. À la mort de George IV, on peut lire dans le Times « Jamais un individu n'aura été aussi peu regretté par ses contemporains que ce roi défunt. » George IV est remplacé par son plus jeune frère, Guillaume, mais 7 ans plus tard, ce dernier meurt lui aussi sans enfant. L'ère des rois Georges s'achève. La princesse Victoria monte sur le trône et aux extravagances de George IV succèdent la rigueur et l'austérité de l'époque victorienne. En repensant à cette période, de nombreux Victoriens sont sidérés que leur grand-père ait pu tolérer ce libertinage débridé, cette consommation effrénée d'alcool et tous ces excès. Le règne de Victoria peut se voir comme la tentative de réparer les dégâts que George IV a infligés à la monarchie. Si George IV est surtout connu pour ses frasques, sa passion pour l'art et l'architecture a contribué au formidable essor culturel de la Grande-Bretagne. On désigne toujours son règne par le terme de Regency, qui renvoie à l'esthétique de l'époque. On se souvient encore aujourd'hui de sa conception de la beauté, de l'architecture et de la mode, parce qu'il a une énorme influence dans ces domaines. Si le nom de George IV est associé à l'opulence et à l'ostentation, c'était foncièrement un homme de goût. Il a été prescripteur en matière de mode et à l'avant-garde d'un changement de style. La mort de George IV marque la fin de l'ère georgienne, l'une des périodes les plus tumultueuses de l'histoire britannique. Les rois Georges avaient certes tous leurs failles, mais leur héritage a survécu jusqu'à nos jours. La Grande-Bretagne d'aujourd'hui est façonnée par l'époque georgienne. C'est un chapitre essentiel de l'histoire du pays. Connaître cette période est fondamental pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans la Grande-Bretagne du XXIe siècle. L'un des principaux enseignements que l'on peut tirer de l'ère des rois Georges est l'importance du pragmatisme royal, c'est-à-dire l'aptitude à accueillir le changement, sans forcément y adhérer. Je pense que le succès de cette dynastie réside dans la capacité à s'adapter au changement dont elle a fait preuve tout au long de son histoire.